Ma question, vous m'avez déjà répondu, mais là, je veux comprendre par rapport à l'épargne sur les comptes titres, comment ça se passe. Parce que pour ceux qui n'ont pas un grand capital, par exemple, et qui veulent investir, je prends l'exemple de la SGI, par exemple, où moi j'ai ouvert mon compte titre, qui demande peut-être un dépôt minimal de 100 000, c'est un exemple. Et moi, peut-être, je réussis juste peut-être à avoir 10 000 de côté par mois. C'est juste des exemples. Comment je peux, par exemple, procéder? Parce que je sais peut-être que si je garde les 10 000, je vais peut-être les consommer. Comment procéder, par exemple, directement sur mon compte titre pour réussir un jour, par exemple, à acquérir des actions? Merci. C'était ma première question. Alors, la stratégie d'épargne sur le compte titre, il y a généralement deux philosophies. Et la philosophie à choisir va dépendre de est-ce que vous arrivez à garder de l'argent sur vous sans le dépenser automatiquement. Donc, si vous avez du mal à garder de l'argent et donc vous êtes, on va dire, plutôt prompt à dépenser l'argent automatiquement, le mieux encore, c'est de déplacer de l'argent de votre compte bancaire vers votre compte titre. Donc, déjà là, c'est un peu plus difficile de le dépenser puisque maintenant, il faut le retirer d'abord sur le compte bancaire avant de le dépenser. D'accord, mais si vous n'avez pas ce problème-là, alors autant garder l'argent sur le compte titre, enfin sur le compte bancaire, et c'est seulement au moment où vous voulez faire des achats que vous le mettez sur le compte titre. Et donc, dans ce deuxième scénario-là, évidemment, ça vous épargne d'avoir des problèmes de cash flow. Donc, moi, par exemple, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'investir tellement agressivement que j'avais la plupart de ma liquidité sur le compte titre et j'avais du mal, des fois, à assumer des imprévus. Donc, je n'avais pas assez de liquidité sur le compte bancaire. Donc, tout dépend de votre stratégie, enfin, de votre philosophie. Est-ce que vous avez du mal à garder de l'argent dans votre compte bancaire ou non? D'accord, d'accord, d'accord. D'accord. Mais ça veut dire que ça ne gêne pas si, par exemple, je fais des petits dépôts sur mon compte titre, ça ne gêne pas. Non, pas du tout. Alors, D'accord. ce qu'on conseille même aux débutants, c'est quoi? C'est d'épargner progressivement sur le compte titre. Donc, de décider, par exemple, chaque mois, je vais mettre 100 000 francs sur le compte titre. Vous voyez ce genre de Oui, choses-là. Et donc, oui. si vous mettez 100 000 francs sur le compte titre chaque mois, vous n'êtes pas non plus obligé d'acheter automatiquement chaque mois, d'acheter des actions. Vous pouvez juste Ok. accumuler de l'argent sur le compte titre et faire un gros achat à un moment donné. Ou vous pouvez tout aussi bien acheter au fur et à mesure que vous déposez sur le compte titre. Tout ça, c'est à vous de voir. D'accord. Vraiment, merci bien. Je vous en prie. Je vais laisser les autres. Oui, allez-y. Bon, en tout cas, ma préoccupation rejoint la préoccupation de tout à l'heure, parce que je suis un débutant et je suis beaucoup intéressé par la question de la bourse et je veux vraiment m'engager. Mais le X, c'est que j'ai pas un gros montant. Et donc, je me demandais, est-ce qu'il était possible d'épargner chaque mois sur ce compte titre qu'on aura ouvert? Et puis, est-ce qu'il était possible d'acheter au fur et à mesure? Donc, je pense que la réponse a été plus ou moins donnée. Ouais. Donc, merci. Merci à vous. Donc, une autre question? Oui, allez-y. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. La séance, elle est là pour ça. Oui, monsieur Constant. Allez-y. Oui, comme moi, ma question est la suivante. Vous m'entendez? Oui. Ouais, ma question est la suivante. Je voulais savoir quelle est la manière appropriée pour identifier les sociétés qui payent fortement les dividendes et puis investir en bourse. Parce que j'ai du mal à identifier les sociétés qui payent fortement et régulièrement les dividendes en vue d'un investissement à long terme. Une de mes principales difficultés. Donc, je vous sollicite pour me donner un peu les principes pour dénicher les sociétés en question, comment les dénicher
et puis investir par la suite. Ok, alors ça, c'est une question très intéressante. Donc, dans ce cas-là, ce qui vous intéresse, c'est les plus grosses entreprises sur la BRVM. Pourquoi? Parce que c'est des slow growers. Donc, je ne sais pas si vous êtes au courant de la classification faite par Peter Lynch. Il y a 6 catégories d'actions sur les marchés financiers. Et donc, la catégorie d'actions qui paye le plus de dividendes, c'est les slow growers. Des entreprises qui ne sont pas en train de croître rapidement. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà arrivés, ces entreprises-là, à maturité. Et donc, tout le cash flow qui sera généré par l'entreprise sera prioritairement destiné aux dividendes. D'accord? Et non pas au réinvestissement. Et donc, c'est les slow growers, les plus grosses entreprises sur la BRVM. Il se fait que c'est les valeurs télécoms. D'accord? Vous allez constater que la plupart des valeurs télécoms sont déjà des entreprises tellement matures que tous leurs cash flows sont, ou presque, sont reversés en dividendes. Et donc, un outil qui vous permet de traquer ou, si vous voulez, de pouvoir sélectionner ces entreprises-là, c'est par exemple la plateforme de Richboost. Donc, sur cette plateforme-là, par exemple, il y a une option, si vous voulez, qui permet de faire un filtrage, donc suivant des critères donnés. Donc, vous pourrez par exemple filtrer et dire, je veux voir les entreprises qui ont le plus haut dividend yield. Donc, le dividend yield, c'est la rentabilité en dividende, si vous voulez. D'accord? Donc, le dividende par rapport au coût de l'action. Quelles sont les entreprises qui ont le plus haut dividend yield? Vous filtrez, vous voyez les entreprises qui ont le plus haut dividend yield et vous savez que c'est celle-là qui vous intéresse. Alors, pour chaque action, donc, de cette liste-là, par exemple, vous pourrez ensuite voir quels sont les dividendes que ces entreprises-là, présélectionnées-là, ont versés sur les 5 dernières années. Donc, pour voir la constance du dividende yield. Est-ce qu'il est haut ou bien est-ce que c'est juste cette année qu'ils ont versé un gros dividende? Est-ce que c'est une exception ou est-ce que c'est une habitude? Donc, voilà. Donc, voilà 2 outils qui peuvent vous permettre de faire cette sélection-là et, on va dire, réussir dans cette stratégie de rente. J'ai répondu à votre question? Oui, une autre question. Oui, allez-y. Voilà, ma deuxième question, je voulais aussi savoir, en tant qu'un investisseur, comment attaquer le marché financier? Comment il faut attaquer le marché financier en bourse? Puisqu'il ne s'agit pas seulement d'investir, mais il faut savoir aussi la stratégie que l'investisseur peut mettre en place pour pouvoir attaquer les marchés dans lesquels il veut investir. Comment il procède, comment il fait? Alors, ce que je conseille aux débutants, c'est, Oui, on va dire, une méthodologie par étape. Donc, la première étape pour un débutant qui vient sur un marché financier, c'est de déterminer son profil d'investisseur. D'accord? Et ça passe par beaucoup de questions, une batterie de questions, si vous voulez. Donc, déjà, se demander, est-ce qu'on est là pour du long terme ou est-ce qu'on est là pour faire du trading? Très important. Et quand on a répondu à cette question-là, l'autre question, oui, c'est quelle est mon aversion par rapport au risque? D'accord? Est-ce que je suis du genre à tolérer le risque? Que je peux voir mon portefeuille fondre de 50% sur un an et rester serein ou pas? Et quand on a répondu à cette question-là, une autre question, c'est est-ce que je suis du genre à pouvoir tolérer un portefeuille concentré ou un portefeuille ou non? Donc, avoir un portefeuille diversifié. D'accord? Et donc, oui. tout, toutes ces questions-là vous amènent à déterminer, à vous comprendre vous-même en fait, et savoir quels sont les types d'actions qui vont vous intéresser, sur lesquelles vous pouvez performer et les, les types qu'il faut éviter. D'accord? Parce que toutes les actions ne sont pas pour tout le monde sur le marché. D'accord? Donc, il y aura des gens Oui. qui seront satisfaits avec des slow growers parce qu'ils vont payer beaucoup ces entreprises-là derrière vont payer beaucoup de dividendes. Et donc, ça, c'est exactement ce que veulent certaines personnes. Mais pour d'autres personnes qui ne veulent pas ça et qui veulent de la croissance, par exemple, alors ce n'est pas les slow growers qui les intéressent, c'est plutôt les fast growers. Et il y en a d'autres qui ne sont pas là ni pour les slow growers, ni pour les fast growers, mais pour les net, des entreprises, on va dire, des côtés. Donc, selon la vieille école de Ben Graham. Donc, je donne 1 franc et je reçois 2 francs CFA en retour comme valeur. Donc, chacun doit pouvoir faire cette assertion-là, déterminer son profil d'investisseur et investir sur le marché seulement suivant ce profil-là. Sinon, il y a beaucoup de, on va dire, déceptions qui sont faites. Maintenant, à l'issue de ce que vous venez de dire, en tant que sachant,
quel est le profil que vous pouvez conseiller à un investisseur? Quel est le profil? Puisque on retient de là qu'il y a plusieurs types de profils que l'investisseur peut, comment on appelle ça, peut utiliser. Parmi ces différents types de profils-là, l'investisseur a le choix d'utiliser l'un d'entre eux. Moi, j'aimerais savoir, vous, en tant que sachant de la chose, quel est le profil que vous pouvez conseiller à un investisseur et pourquoi? Alors, cette question est très importante parce que le profil d'investisseur, c'est votre profil. D'accord? Ce n'est pas un truc que vous choisissez, c'est un truc que vous déterminez. Donc, ce n'est pas comme si vous pouviez, à un instant donné, dire, je change de profil. C'est pas tellement comme ça que ça se passe. C'est plutôt, c'est des questions, on va dire, internes, d'accord, que vous posez à vous-même pour déterminer quelle est votre nature, hein, et pour savoir comment vous comportez sur le marché. Donc, un trader ne vient pas choisir qu'il devienne long-termiste comme ça du jour au lendemain. C'est pas possible. Et de la même manière, le long-termiste ne vient pas dire, OK, demain, je vais plutôt faire du trading. Non, parce que comment dire, n'est pas compatible avec sa personnalité. Donc, c'est un truc que vous déterminez, ce n'est pas un truc que vous choisissez. Et c'est en répondant à la batterie de questions qu'on a parcouru tout à l'heure là, que vous arrivez à déterminer, à cerner, si vous voulez, ce profil d'investisseur-là. J'ai répondu à votre question? Oui, ça a été répondu. Ça a été répondu, coach. Ça a été répondu. Super. Je suis satisfait, ça a été répondu. Oui, monsieur Alfred? Vous faites du trading? Non. D'accord. C'était rapide. Alors, une autre question? Oui, monsieur Yacinthe? Je voudrais savoir, est-ce que vous avez connaissance de clubs, comme on appelle, clubs d'investissement qui puissent nous recevoir? Alors, des clubs d'investissement, il y a un certain, sur YouTube, il y a un certain Amani Serge, d'accord, qui Oui. entre-temps qu'il avait un club d'investissement et je n'ai pas plus d'informations que ça, mais oui, je crois que certaines personnes organisent vraiment des clubs d'investissement et ils mettent en commun leurs capitaux pour investir sur la BRVM. Même si moi, personnellement, je ne vous conseillerais pas ça. D'accord? Personne n'est jamais vraiment devenu riche en confiant son argent à quelqu'un d'autre. D'accord? Ça, c'est un travail personnel que vous faites. D'accord. Oui, monsieur Abdourachid. Oui, bonsoir, monsieur. Comment vous allez? Oh, ça va très bien, ça va très bien. Pourquoi je peux vous aider? Ok, je crois que je viens juste d'intégrer le webinaire. Okay. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites à mon absence. Mais bon, étant donné que j'en ai suivi certaines questions qui ont été répondues par votre propre personne, donc je crois que je me suis mis un peu dans le bain, quoi. Okay. Bon, j'aimerais intervenir un peu sur la question du dernier monsieur qui a posé la question sur le club d'investissement. Bon, pour le club d'investissement, bon, actuellement, moi, je suis au Togo. Au Togo, ici, bon, il y a un cabinet qui a un club d'investissement qui invite les gens à adhérer à ce club d'investissement. Je ne sais pas que, bon, maintenant, si vous allez sur YouTube aussi, vous allez voir ça. C'est un club d'investissement qui s'appelle Rich Family. Donc, d'un cabinet Red Consulting. Là, quand vous tapez sur Google, vous allez voir peut-être les informations concernant ce club d'investissement et les conditions pour y adhérer, quelles sont les modalités et autres là. Quand vous allez contacter le responsable là, il va vous donner des informations par rapport à ça. Ok, bon, à mon humble avis aussi, bon, je crois que c'est un club aussi, bon, qui aide aussi beaucoup de personnes à se former dans le domaine de la bourse, de la BRBM, et aussi dans d'autres domaines, quoi. Donc, ce n'est pas seulement le fait de donner son argent et d'attendre en retour les gains, mais c'est un club dans lequel on va vous former. Donc, vous allez vous préparer en avant sur comment investir soi-même, comment prendre en charge sa finance. Là, ça va vous aider énormément. Donc, c'est pas que je suis en train de conseiller à monsieur d'aller intégrer ce groupe, mais
Et juste à donner une information par rapport à ce qu'il a posé comme question. Okay. Je crois que je me marre. Merci beaucoup. Oui. Désolé si je pose énormément de questions. Ça va. D'accord. Et vous pouvez nous parler un peu de votre expérience sur la BRVM? Alors, vous pouvez spécifier votre question? Comment vos débuts, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez fait des têtes? Est-ce qu'à un moment donné, comment vous avez forgé votre mental pour arriver peut-être où vous êtes aujourd'hui? Alors, moi, j'ai un écho. Ok, c'est bon. D'accord. Donc, j'ai commencé par investir sur le marché en quoi? En 2016 ou 2017, je ne sais plus très bien. C'était en juin de cette année-là. D'accord? Et ma philosophie au départ, c'était la même philosophie que j'utilisais Ben Graham. Donc, Ben Graham, c'est le mentor de Warren Buffett. Donc, ce que je cherchais, c'était des net. Ou si vous voulez, des asset plays au thème de Peter Lynch. Donc, des entreprises qui sont sous-évaluées sur le marché. Mais, d'accord, le hic ici, c'est que je ne cherchais pas du growth. Je ne cherchais pas de la croissance. Seulement la décote. Donc, si je faisais mon analyse et que j'ai déterminé que la valeur intrinsèque de l'entreprise était de 1000 francs, d'accord, j'achetais l'entreprise seulement si la capitalisation boursière ou la valorisation boursière était de 500 francs ou de 300 francs avec une décote. Et donc, j'ai réussi à faire ça sur quoi? Bernabé. Dans le temps, et ça m'a bien réussi. Et liquide aussi. Et ça m'a bien réussi. Mais ensuite, j'ai très vite compris les limites de cette stratégie-là. Et c'est arrivé en lisant davantage sur le sujet. Parce que même Warren Buffett lui-même, il a dû migrer de cette stratégie-là quand il a rencontré son ami Charlie Munger, qui est mort il y a juste quelques mois, paix à son âme. Et donc, la nouvelle stratégie que j'utilise maintenant, et donc on appelle cette stratégie-là du value investing moderne, c'est le meilleur des deux mondes. Donc, les deux mondes, c'est quoi? Le premier monde, c'est le value investing traditionnel, celui que je viens de décrire là. Et le second monde, c'est le growth. Donc, on essaye d'acheter des actions qui sont en pleine croissance. Quand je dis actions en pleine croissance, ce n'est pas en pleine croissance en bourse, d'accord? Ce n'est pas Wall Street qui nous intéresse, c'est Main Street. Donc, dans les résultats, le bénéfice, je veux dire, est en pleine croissance. D'accord? Et donc, le meilleur des deux mondes, c'est que maintenant, nous voulons des entreprises qui sont en pleine croissance, mais qui sont en même temps décotées sur le marché. D'accord? Et ça, c'est ce que Peter Lynch appelle des quoi? Des fast growers. D'accord? Et donc, ça, c'est, on va dire, la manière dont ma philosophie a évolué sur le marché. Je suis passé du value investing traditionnel à la chasse, si vous voulez, des fast growers. Et donc là, actuellement, c'est ma philosophie actuelle sur le marché. Voilà comment j'ai évolué depuis les 5 dernières années. Et c'est 5 ans ça? Si on dit 2017-2024, ça fait 7 ans déjà. Okay. Ça fait 7 ans. Ouais. Donc voilà. D'accord, merci bien. Parce qu'on dit généralement, il faut écouter ceux qui vous ont dévancé pour savoir comment vous allez marcher. Oui, mais ça revient là. Ok, voilà. Donc en même temps, ça revient à la question du profil d'investisseur. C'est vrai que je viens de partager mon expérience, mais ça ne veut pas dire que c'est la même voie que vous devez suivre. Parce que vous et moi n'avons pas les mêmes profils d'investisseurs. Donc, ce qui peut me réussir à moi, c'est pas évident que ça vous réussisse à vous. Parce que même quand on va choisir de faire les mêmes choses, on ne va pas les exécuter de la même manière. Et donc, ça revient à une discussion que j'avais jeudi, ouais, avant-hier. Avant-hier avec un monsieur chez la BRVM. Et donc, on parlait de quoi? On disait que, entre-temps, c'est vrai que l'information était un avantage, mais maintenant, ça ne l'est plus. Parce que presque tout le monde sur les marchés financiers est au même niveau d'information. Donc, ça, ce n'est plus tellement un avantage. La seconde chose qui est un avantage aussi, c'est quoi? C'est l'analyse. Pouvoir faire une analyse supérieure par rapport aux gens. Même ça, c'est en train de disparaître. Donc, avoir un jugement supérieur sur les marchés financiers, c'est de moins en moins un avantage. La dernière chose, et qui demeure toujours un avantage et qui le sera toujours, je ne vois pas de facteur qui puisse changer ça, c'est l'exécution. C'est comment vous vous en tenez comment vous exécutez votre stratégie d'investissement. Est-ce que vous l'exécutez minutieusement ou à un moment donné vous dites ah non ça ne marche pas, je vais plutôt vendre, échanger, essayer plutôt ceci. Donc l'exécution c'est
là, littéralement, le seul avantage qu'un investisseur particulier a sur ses concurrents sur le marché financier. Oui, monsieur Abdourachid. Ok, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Ok, j'aimerais un peu apporter quelques petits ajouts. Je ne sais pas si je peux vous me le permettez. Bien sûr. Oui? Oui, allez-y. Ah, ok, c'est par rapport à la question dont le monsieur a posé. Et bon, apparemment, votre explication, tout ce que vous avez donné, c'est très, très exhaustif. Vous avez donné la majorité des informations. Parce que en termes d'investissement, comme vous l'avez parlé, vous avez évoqué le cas de Peter Lynch, vous avez évoqué le cas de Warren Buffett et d'autres personnes, quoi. Donc, ici, il s'agit de savoir de quel type de profil vous allez choisir et quel modèle vous voulez suivre entre Warren Buffett et puis Peter Lynch. Donc, ça dépend de comment vous voulez investir, sous quel modèle, en fait, sous quel modèle. Donc, si vous choisissez le modèle de Peter Lynch, donc c'est à vous de voir comment est-ce que vous allez essayer de décortiquer pour voir est-ce qu'il faut investir sur le fast growers, il faut investir sur le slow growers et autres, quoi. Donc, pour Warren Buffett, il faut savoir, il faut opter pour le value investment, tout ça là. Donc, c'est quelque chose comme ça, quoi. Donc, si on va dire à monsieur que non, bon, il va choisir telle personne ou bien, bon, faire de la même façon que telle personne l'a fait. Bon, ça peut toutefois marcher, comme ça peut toutefois ne pas marcher aussi. Donc, ça dépend de comment est-ce que vous arrivez à appliquer la stratégie de telle personne sur tel marché, étant donné que les deux marchés ne sont pas les mêmes, mais seulement que les produits qui s'échangent sont les mêmes quand même. Donc, c'est à peu près ce que je voulais apporter pour ajout, comme ajout sur la question que le monsieur vient de poser tout de suite là. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Alors, une autre question? N'hésitez pas. Monsieur Constant, je vois que votre main est levée. Monsieur Constant, vous avez une question? Oui, monsieur Abdourachid. Votre micro est coupé. Ok, c'est bon. Sinon, bon, il n'y a pas une question. Bon, il n'y a pas de question en tant que telle. Il n'y a pas de question. Donc, c'est juste que c'est une erreur de manipulation qui a fait que j'ai encore levé la main. Ah, ok. Excusez. D'accord. Ok. Alors, monsieur Anselme Soro, vous avez une question? Monsieur Roland, une question? Monsieur Ali, une question? Oui, monsieur Constant. Oui, mon coach. Ma dernière question, je voulais savoir, est-ce que il est vivement déconseillé à un investisseur d'acheter des actions qui coûtent moins cher? Est-ce que c'est le fait qu'une action coûte moins cher que cela ne peut pas porter bénéfice? Est-ce qu'on peut dire ça? Moins cher en termes de quoi? Des ratios ou du coût même de l'action? Le coût de l'action même, le coût de l'action. Ok, donc par exemple, ça ne fait aucun sens de comparer Société Générale à Solibra, parce que Solibra coûte dans les, je sais même pas combien, peut-être les 50 000 actuellement, je sais pas, je l'ai pas en tête, et que Société Générale coûte dans les 15 000 ou entre 15 000 et 20 000. Ça fait aucun sens de comparer. Oui, souvent, il y a des actions même de 600. Hein? Ouais, donc ça fait aucun sens de comparer les actions de cette manière-là. Et pourquoi? Parce que une action par définition, c'est quoi? C'est une part d'une entreprise.
Et donc, la Oui, question, oui. c'est de savoir quelle part, une action, ça représente, une action de Société Générale, par exemple, ça représente quelle part de Société Générale. Et une action de Solibra, ça représente quelle part de Solibra. Avant de commencer par comparer les coûts. Donc, je dis n'importe quoi pour pouvoir simplifier les maths. Si une action de Société Générale, c'est la Oui. moitié de la capitalisation de Société Générale, alors qu'une action de Solibra, c'est 1% de la capitalisation de Solibra, vous voyez Mhm. l'absurdité de commencer maintenant par comparer les actions au coût, puisque les deux actions même ne représentent pas la même portion de l'entreprise. Est-ce que vous percevez mon point? Oui, je suis bien. Voilà, donc ça ne fait aucun sens. Un moyen plus rationnel d'approcher cette chose-là, c'est d'aller avec les ratios. Donc, de faire des comparaisons par paire, par exemple, paire, price to earning ratio. Et même là, il faut faire très attention parce que quand on n'est pas dans le même domaine d'activité, ça ne fait encore aucun sens. Donc, si vous voulez comparer les actions sur la base du pair, assurez-vous que vous êtes dans le même domaine, que vous comparez Société Générale à SIBC, Société Ivoirienne des Banques, parce que les deux sont dans le même domaine. Mais n'allez pas comparer Société Générale à Solibra, par exemple, avec le pair, puisque les deux ne sont même pas dans le même domaine pour commencer. Vous voyez ce que je veux dire? Mhm. Donc, ce qui vous intéresse n'est pas des actions moins chères, à ce sens-là, pair bas ou bien le coût bas. Ce qui vous intéresse plutôt, c'est des actions décotées. Et décotées par rapport à quoi? Décotées, ça veut dire sous-évalué. Et donc, décotées, sous-évalué par rapport à quoi? Par rapport à la valeur intrinsèque de l'entreprise. Donc, vous déterminez par une méthode de valorisation la valeur intrinsèque de l'entreprise et vous comparez le coût de l'action à cette valeur intrinsèque-là. D'accord? Donc, tu ne raisonnes pas quantité globale. Pour déterminer que la valorisation, la valeur intrinsèque de l'entreprise, elle est de 50 milliards. D'accord? Et alors que la capitalisation boursière de l'entreprise est de 30 milliards. Est-ce que c'est un bon deal? Je vous pose la question. Monsieur Constant? Oui, mon coach, la question a été répondue. Oui, non, je vous demande si je détermine que la valeur intrinsèque d'une entreprise est de 50 milliards et qu'en bourse, sa capitalisation ou sa valorisation boursière est de 30 milliards. Est-ce que c'est un bon deal? Est-ce que c'est un achat ou est-ce que c'est une vente? J'achète ou je vends dans ce cas-là? Bon, donc, ce qu'on retient, c'est que on doit acheter par rapport à la valeur boursière ou bien. Après avoir fait une comparaison entre la valorisation boursière et la valeur intrinsèque de l'entreprise. Donc, dans le cas qu'on vient de dire, 30 milliards en bourse, 50 milliards sur Main Street, c'est un bon deal parce que littéralement, on est en train d'acheter 50 milliards à 30 milliards. C'est comme si je me retrouvais dans une situation où je donnais 30 francs pour en retour recevoir 50 francs CFA. Donc oui, c'est un bon deal. Donc, ce qui nous intéresse n'est pas des coûts bas, ce n'est pas des paires bas, non, c'est faire une valorisation complète, déterminer la valeur intrinsèque, faire une comparaison avec la valorisation boursière et déterminer si c'est un bon deal ou pas. D'accord, d'accord, c'est bien compris. C'est sur la valorisation boursière. Je retiens ça. OK, Mon coach, je retiens ça. super. Ok, non pas sur la valeur, mais non sur la valorisation boursière. Je retiens ça. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup. Mais maintenant, mon coach, Oui, dites-moi. il arrive souvent quand tu vas sur le box, on parle de quoi? DLVM composite. Vraiment, bon, je ne sais pas ce thème-là, ça veut dire quoi? Quand on parle de composite, là, ça veut dire quoi? Alors, la BFM Composite, c'est un indice et ça représente en réalité tout le marché, donc toutes les entreprises qui sont sur le marché. J'avais une vidéo Oui, passée où j'expliquais sur quelle base la valeur de cet indice-là était calculée. Et donc, retenez tout simplement que ça représente tout le marché. C'est un peu comme, je sais pas, bon, ok, je vais finir avec la BRVM pour aller sur d'autres marchés. Et donc, il y a la BRVM 30, donc qui va représenter les 30 actions les plus liquides sur le marché. oui, oui. D'accord? Il y a la BRVM Prestige et consorts. Donc, chacun représente en réalité si vous voulez, une partition, voilà, de la BRVM. Donc, voilà. Donc, sur un autre marché, par exemple, sur Wall Street, par exemple, il y a la S&P 500 qui va représenter Oui. les 500, sorry, S&P 500, les 500 entreprises les plus liquides ou qui ont le plus performé, je ne sais plus, sur le marché, ou même les plus grandes entreprises, je ne sais plus. Donc, sur ce marché-là.
Donc, les indices, c'est littéralement ça. Ça va représenter en réalité une partition de marché financier. D'accord, d'accord. Ma dernière question. Oui, allez-y. Ma dernière question est la suivante. Comment on appelle ça? Comme investir au niveau des obligations et puis investir en bourse. Les deux, quel est l'investissement le plus conseillé? Alors, le plus conseillé, ça va dépendre d'où vous en êtes. Donc, est-ce que vous êtes un débutant? Si vous êtes un débutant, la voie royale, c'est les obligations. Parce que vous ne maîtrisez pas encore la chose, vous n'allez pas vers des actifs plus risqués, qui sont les actions. Donc, restez au niveau des obligations, le temps de vous former. Et là, vous pourrez passer aux actions. Mais si vous êtes un confirmé et que vous vous sentez à l'aise avec la chose, allez vers les actions, puisque les obligations, de toute façon, au plus, ça vous rapporte du 8% l'an. D'accord? Alors que le rendement moyen du marché, c'était quoi? Qu'ils ont publié sur l'année dernière, c'était de 7% pour la BRVM Composite, pour la BRVM 30 et 5% et quelques poussières pour la BRVM Composite. D'accord? Donc, ça, c'est le marché. Donc, un investisseur particulier qui a bien investi a normalement battu cet indice-là et donc a fait bien plus que 7%. Donc, en gros, si vous êtes un confirmé, allez sur les actions. Si vous ne l'êtes pas, allez sur les obligations et formez-vous pour plus tard passer sur les actions. J'ai répondu à votre question? J'ai répondu à votre question? Oui, la question a été répondue, mon coach. Super. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention. Merci beaucoup. Je vous en prie. Oui, monsieur Abdourachid. OK. Bon, j'aimerais un peu apporter quelques petits ajouts par rapport à la question de M. Constance. Oui. C'est bon. OK. Bon, par rapport à la réponse, je crois que vous êtes satisfait, M. Constance, par rapport à la réponse que on vous a donnée sur l'investissement au niveau de l'obligation ou bien de l'action. Ce que j'aimerais apporter, bon, c'est que au niveau des obligations, des actions, vraiment, bon, ça dépend d'abord aussi du niveau de risque que vous pouvez tolérer en investissant à la BRVM. Bon, bien que vous soyez un débutant aussi, bon, vous pouvez aller avec les actions, mais avec plus de précision et plus de réserve. Parce que là, vous n'avez pas encore d'expérience par rapport à ça et si, au niveau des obligations, ça ne rapporte pas assez d'avantages, mais seulement que quand vous allez en même temps aller au niveau des actions, là, il faut plus de rétention et encore plus de formation en investissant sur des petites actions qui n'ont pas assez qui ne coûtent pas très cher, quoi. Là, vous aurez le temps de pouvoir vous former, mais bien sûr que vous allez perdre quand même, mais le niveau du risque sera un peu moindre. Là, ça va vous apprendre aussi à apprendre beaucoup de choses. Et au fur et à mesure, vous pouvez aller sur les actions où ça donne plus d'argent, quoi, de valeur, quoi. Là, c'est un peu ce que je voulais aussi ajouter par rapport à la réponse du monsieur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, d'autres questions, n'hésitez pas. Bon, ok, je peux encore aller, j'ai une question à poser. Oui. Bon, j'aimerais poser quelques questions par rapport à, comment l'appelle Thomas, par rapport aux paires et les ratios. Bon, en termes de comparaison au niveau des paires et puis les ratios, bon, cela a plus d'impact dans l'investissement que de pouvoir faire ou bien baser sur la coût comment l'appelle Thomas, des actions pour pouvoir investir.
Et allô? Oui, on vous entend. Oui, c'est ma question. C'est ma question. Je voulais prendre la question. C'est ma question que je voulais poser. Ah, sorry, je n'ai pas bien compris. Ok. Je disais, bon, par rapport à l'investissement, et c'est que vous avez parlé tout de suite de comparaison au niveau des ratios, des paires et autres. Donc, j'aimerais savoir si dans l'investissement, là-bas, se baser sur le pair et les ratios, ça a plus de valeur que de pouvoir se focaliser sur le cours des actions, ou bien, bon, les deux peuvent marcher à la fois. Ok, là, je comprends mieux. Donc, Okay. déjà, je vais donner une réponse courte avant de faire une réponse un peu plus longue. Donc, la réponse courte, c'est déjà se baser sur le coût d'une action, ça ne veut rien dire. D'accord? Dire sans aucune analyse, dire j'achète à 5 000 et je vends, je vais essayer de vendre à 7 000. Ça ne fait aucun sens. Vous achetez à 5 000, pourquoi? Sur quelle base? Qu'est-ce qui vous fait penser que l'action en question vaut plus que 5 000? Donc, les décisions basées sur le coût de l'action, ce n'est pas de l'investissement, ça, d'accord? Ça, c'est du gambling, d'accord? Alors, donc, allez maintenant vers les pairs. Vers les pairs, c'est une décision déjà un peu plus mature que de s'intéresser aux pairs. Mais là encore, la limite, c'est que le pair ou les ratios ne couvrent pas toute la vérité sur une entreprise. D'accord? Parce que le pair, par exemple, ne vous dira pas est-ce que l'entreprise est endettée, très endettée ou pas. Le pair ne vous dira pas est-ce que l'entreprise est rentable ou pas. Le pair ne vous parlera pas des perspectives de l'entreprise. Vous voyez ce que je veux dire? Le pair ne vous parlera pas du contexte sécuritaire du milieu d'activité de l'entreprise. Le pair ne vous parlera pas de l'intégrité du management de l'entreprise. Le pair ne vous parlera pas des performances de ce management-là. Le pair ne vous parlera pas de la solidité financière de l'entreprise. Bref, les ratios financiers, c'est déjà un peu plus mature de s'intéresser à ça plutôt que le coût de l'action, mais même ça, ça ne suffit pas. Donc voilà, ça répond à votre question? Ok, je crois que c'est bon. Ok. Oui, Monsieur Constant? Une autre question, n'hésitez pas. Oui, allez-y, Monsieur Constant. Oui, mon coach, mon intervention encore avec les questions. Je voulais savoir à quel moment précis est-il vraiment conseillé à un investisseur d'investir, puisque il arrive parfois où on constate que il y a une baisse au niveau du prix des actions, et puis il y a des périodes aussi où on constate aussi une hausse. Donc avec ces deux périodes différentes là, moi j'aimerais savoir quelle est la période propice pour que un investisseur puisse vraiment investir pour tirer vraiment le maximum de profit. Surtout s'il a pris le temps d'étudier le marché, identifier les 5 années dernières, ça, en tout cas, il a pris le temps d'étudier comment on appelle ça, l'entreprise. De ces deux périodes, quelle est la période qui est propice à l'investissement et puis pourquoi? Essayez de nous expliquer un peu. Ok. Alors, d'emblée de jeu, ce qu'il faut dire, ce qui vous intéresse n'est ni pour entrer dans une action, ce n'est ni une hausse ni une baisse. Et pourquoi? Parce que votre décision est basée sur une comparaison entre une valeur boursière et une valeur intrinsèque. D'accord? Donc, donc, que le cours soit en train de monter, de toute évidence. Oui. Ça ne veut pas dire que vous êtes dans une situation où la valeur intrinsèque dépasse la valorisation boursière pour justifier un achat. Que l'action soit en hausse, ça n'a aucun lien avec cette condition-là. De la même manière, que l'action soit en baisse, ça ne veut pas dire que la valorisation boursière est tombée plus bas ou la valorisation est maintenant plus basse que la valeur intrinsèque de l'entreprise. D'accord? Oui. Ce qui vous intéresse dans tous les cas, c'est cette comparaison entre la valorisation boursière. Si vous ne faites pas du trading, parce qu'il faut situer le contexte
si vous ne faites pas du trading, d'accord? Parce qu'un trader Oui. est capable de vous dire j'achète à 500 pour revendre à 7000, même si les 500 qu'il dit ça ne repose sur rien. Juste que lui voit qu'on est dans un canal haussier et point barre. Donc, tout ce que je dis ici, c'est dans le cadre de quelqu'un qui investit, qui fait de l'analyse fondamentale et qui investit sur le long terme, d'accord? Mhm. Alors, il y a Google qui me dit qu'il nous reste 15 minutes. Bon, c'est suffisant pour répondre aux questions qui restent. Alors, donc voilà. Donc, ce n'est pas on est en hausse, c'est le moment d'acheter, ou on est en baisse, c'est le moment d'acheter. Non, ça n'a aucun rapport. C'est est-ce que la valorisation boursière actuelle est plus basse que la valeur intrinsèque que j'ai déterminée pour l'entreprise? Si c'est oui, c'est un achat. Si c'est non, ce n'est pas un achat. C'est aussi simple que ça. Maintenant, pour aller encore plus loin, il y a une certaine notion de marge de sécurité qu'il faut prendre en compte. Donc, si vous êtes sur le marché, vous êtes censé avoir lu l'investisseur intelligent de Ben Graham. Ça, c'est un must-have read. Donc, sinon, c'est qu'il y a beaucoup de choses dont vous manquez en réalité. Donc, dans ce livre-là, vous allez comprendre la notion de la marge de sécurité. C'est même observer que la valorisation boursière est plus basse que la valeur intrinsèque. Ça peut ne pas vous suffire parce que vous exigez une marge de sécurité. Et donc, la marge de sécurité, c'est l'écart que vous voulez avoir entre la valorisation boursière de l'entreprise et sa valeur intrinsèque pour justifier un achat. Donc, vous, par exemple, vous pouvez dire que moi, je veux que la valorisation boursière de l'entreprise soit 70% de la valeur intrinsèque pour pouvoir acheter. Si c'est 75%, je ne veux pas acheter. D'accord? Parce que je veux une décote, je veux une marge de 30%, un espace de 30% là entre les deux. Vous voyez ce que je veux dire? Ou vous pouvez décider que non, même à 95% de la valeur intrinsèque, oui, pour moi, c'est un achat. Donc, cette notion de marge de sécurité, c'est vous qui déterminez quel est le bon seuil pour vous, d'accord? Et pour procéder à un éventuel achat. J'ai répondu à votre question? Oui, monsieur Roland? Oui, alors, oui, coach. Oui. Oui, je demandais, quelle est la différence entre valeur intrinsèque et puis la valeur comptable d'une action? Quelle est la différence entre les deux? OK. Donc, on va commencer par le second, c'est plus facile à expliquer. La valeur comptable, c'est, vous prenez les états financiers de l'entreprise, d'accord? Vous allez dans le bilan et vous vous intéressez à à la colonne qui est à votre droite, donc la colonne des passifs. Et donc, la valeur comptable, c'est tout simplement le rôle de cette colonne-là. Donc, du rôle de la ligne du poste capital social de l'entreprise jusqu'à une ligne là qui sera résultat financier. D'accord? Ou bénéfice, si vous voulez. Donc, le résultat ou le bénéfice de l'entreprise. Donc, tout ce qui est entre ces deux postes comptables-là, ce sera ça votre valeur comptable. Ou si vous voulez une autre manière de déterminer ça, c'est le total actif moins l'ensemble des dettes de l'entreprise. Donc, c'est ça qu'on appelle la valeur comptable ou situation nette d'une entreprise. Et elle diffère de la valeur intrinsèque en ce sens que la valeur intrinsèque, c'est une valeur que vous déterminez à la suite de l'application d'une méthode de valorisation. D'accord? Ce n'est pas un truc que vous lisez directement dans les états financiers. C'est vous avez une méthode de valorisation qui aura comme input, donc comme entrée, des éléments des états financiers et comme output une valeur qui sera votre valeur intrinsèque. Et donc, ce qu'il y a dans cette boîte noire-là, cette méthode de valorisation-là, elle dépend de votre stratégie d'investissement. Est-ce que vous investissez pour la rente, pour la croissance ou consort? J'ai répondu à votre question? Oui. OK. C'est bien noté. Super. Une autre question? Mais excusez-moi, comme il n'y a pas d'intervenant, mais si vous avez une action, en cas de baisse, que faire? Ça dépend. Pourquoi vous avez acheté l'action? Non, si on a acheté l'action pour du long terme, Oui. ouais. Et Et on voit que l'action n'évolue pas et puis il n'y a pas de véritable dividende. L'entreprise ne donne pas de dividendes. Bon, que faire? OK. Et donc, vous avez déjà répondu à une partie. Vous dites vous êtes là pour du long terme. D'accord. L'entreprise ne donne pas des dividendes. Est-ce que c'est ce qui vous intéresse? Est-ce que c'est les dividendes ou est-ce que c'est la croissance qui vous intéresse? Donc, répondez à ça, ensuite on va continuer.
Bon, en tant qu'Africain, les deux, hein. Ah, Mais il faut avoir un peu d'argent et puis il faudrait qu'on te contente un peu et puis bon, voilà, et puis tu patientes. donc là, c'est Voilà. compliqué. Donc, quand on n'a pas une approche claire, c'est compliqué de faire de la valorisation, en fait. Non, Donc, tu sais que l'entreprise est bonne, excusez-moi, l'entreprise est bonne, tu sais qu'à la longue, elle sera profitable, mais pendant que tu patientes, bon, tu sens que l'action n'évolue pas véritablement comme tu le souhaites, mais pendant que tu patientes, est-ce que, voilà, on te donne pas de dividendes, rien, et puis bon, là, l'action baisse. et donc, moi, je vais y aller au cas par cas pour vous. Donc, je dis, dans un premier cas, vous êtes là pour la croissance. Donc, si l'entreprise ne paye pas des dividendes, ben, vous vous en foutez, puisque de toute façon, ce n'est pas pour ça que vous avez acheté l'action. D'accord? Mais si vous êtes là pour une stratégie de rente, d'accord? Et que l'entreprise finalement ne verse pas des dividendes, mais la raison qui vous a amené, la raison a disparu. Donc, c'est peut-être le moment de sortir, justement. Donc, en réalité, tout dépend de la raison pour laquelle vous avez acheté cette action-là. Si la raison est toujours présente, vous êtes là. Mais si la raison a disparu, vous devez disparaître aussi. Donc, voilà. Oui, monsieur Abdourachid? Ok. Bon, je crois que vous avez dit parfaitement ce que je voulais apporter comme enjeu par rapport à la question, quoi. OK. Parce que ici, bon, ça dépend de ce pourquoi il a acheté l'action de telle entreprise, quoi. Là, s'il vise le long terme pour pouvoir avoir des dividendes, ou soit pour la croissance, maintenant c'est à lui de voir. Ou bien, bon, si au départ c'était les dividendes qui le préoccupaient, non? S'il voit que pendant certaines années, il n'a pas reçu de dividendes par rapport à l'action qu'il a achetée, bon, si lui-même il décide de vendre et d'aller acheter une autre action dans une entreprise qui va lui donner beaucoup de dividendes, bon, moi je crois que c'est déjà une bonne stratégie hein, pour lui pour pouvoir au moins poursuivre son objectif, pour ce pourquoi il est rentré ou bien bon, ce qui l'a permis d'acheter telle action dans telle entreprise pour ça quoi. Absolument. C'est ce que je voulais apporter comme ajout par rapport à ça. Alors, il nous reste encore 9 minutes. Allez-y, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, monsieur Constant? Oui, allez-y, monsieur Constant. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Oui, allez-y. Monsieur Constant? Votre micro est coupé, donc on ne vous entend pas. D'autres questions? D'autres questions 1. D'autres questions 2. D'autres questions 3. À Didier. Ok, donc s'il n'y a pas d'autres questions, je crois qu'on va s'arrêter là. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Oui, je suis au Burkina Faso et je m'intéresse beaucoup à la bourse. Et vraiment, merci pour l'initiative. J'apprécie énormément. Ce que je trouve dommage, c'est que les jeunes Africains ne s'intéressent pas à la bourse. Vraiment, j'apprécie beaucoup ce que vous faites. Mais ma question est celle-ci. J'aurais compris qu'il y avait un projet qui permettait aux Burkinabés, les gens de l'Afrique de l'Ouest, d'acheter des actions dans les autres bourses africaines. Il y a un projet d'interconnexion de bourses africaines. J'aimerais savoir, est-ce que ce projet-là est déjà activé ou bien c'est juste, comment dirais-je, c'est toujours, comment dirais-je, sur papier? J'aimerais savoir. Merci bien. Alors, ça a quitté la phase de papier parce qu'il y a, je crois, seulement quelques mois, ils ont fait des tests pour acheter des actions sur une autre bourse. D'accord? Donc, c'est possible, la technologie, elle a déjà été déployée. Ce n'est pas la technologie qui nous manque à l'heure actuelle, puisque ce n'est pas encore complètement déployé au niveau de toutes les SCI. Donc, il y a fort à parier que courant cette année, ce sera comment dire, effectif
hein, que tout le monde pourra acheter des actions de Dangote Cement, par exemple, sur la bourse du Nigeria, ou bien d'une autre entreprise là-bas, Naspers, sur la bourse de Johannesburg. Donc, d'ici courant cette année, ce sera un truc complètement effectif. Oui, monsieur Ali? Bonjour. Bonjour. S'il vous plaît, je vais poser une question parce que moi, j'ai le capital de 5 millions de francs CFA. J'ai investi juste à la banque et je gagne 500 000 chaque année. Je ne sais pas si c'est plus mieux ou bien la bourse est plus, ou bien le trading est plus mieux. Parce que j'ai juste déposé à la banque et chaque année, la date de l'anniversaire, j'ai 500 000 qui tombent. OK. Donc là, Donc, c'est oui. ça. Ouais, donc je ne sais pas si c'est le bon investissement ou bien le trading c'est mieux ou bien il faut autre chose parce que je vais plus. Je ne sais pas si c'est bon ou quoi. Donc j'ai 10% sur chaque année et aussi j'ai souvent peur que mais peut-être un jour quelque chose peut arriver et que mon argent soit perdu ou bien après on dit qu'il y a le écho qui va venir. Peut-être mon argent va dévaluer. J'ai beaucoup de choses en tête qu'il n'y a pas de solution. Alors, donc oui, effectivement, ça vous fait du 10% sur un dépôt à terme, assez intéressant. Donc, vous-même, vous avez déjà répondu partiellement à la question. Vous sentez que vous voulez plus et vous sentez aussi Oui, que la mais réponse je me pose la question, est-ce qu'il y a une autre stratégie pour avoir plus de 10%? Parce que ça, ici déjà depuis 2019, ça m'a jamais manqué. Chaque date, le 500 000 tombe chaque année. Et donc, vous-même, vous sentez, hein, si vous posez la question déjà, que la bourse, effectivement, peut vous donner plus que 10%, n'est-ce pas? Oui, parce que je ne sais pas. C'est ça, je ne sais pas si... Donc, est-ce que la bourse peut vous donner plus que 10%? La réponse est oui. Ensuite, est-ce que c'est garanti? La réponse est non. Tout dépend de votre stratégie d'investissement sur le marché. Bon, ça veut dire que c'est conseillé pour moi de rester avec mes 500 000 par an. Ouais, si vous êtes complètement débutant et que vous ne savez pas comment investir sur un marché financier, le plus safe encore, c'est de rester sur vos 10%, le moment de vous former, de vous sentir apte à investir sur le marché, et là, vous pourrez espérer gagner plus que les 10% sur le marché. Ah, faire la formation peut-être dans le trading, parce que j'ai entendu, tu as dit que tu ne fais pas de trading. Oui, moi, je ne fais pas de trading. Si c'est le trading qui vous intéresse, il y a beaucoup de personnes. Non, je n'ai pas dit que c'est le trading qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, pour moi, personnellement, c'est quelque chose qui est rentable plus, parce que moi, je suis déjà à 10%, ça fait déjà depuis 2019. Toujours, ça marche. Et j'ai pensé que si je partage avec des gens, peut-être il y a quelqu'un qui gagne plus, quoi. Donc, ça revient à la question, est-ce qu'on peut faire plus que 10% sur la bourse? La réponse, c'est oui. Donc, maintenant, est-ce que c'est garanti? La réponse, c'est non. Il faut se former. Oui, mais pour être formé, par exemple, vous qui vous êtes formé, si vous avez les 5 millions, est-ce que ça va vous rapporter plus de 10% là? Clairement. Ça, c'est pas un débat. Okay. Pardon? Ça, ce n'est pas un débat. Est-ce qu'on fait plus que 10% sur le marché? Ce n'est pas un débat. Non, je n'ai pas dit que c'est un débat. J'ai posé la question pour savoir, c'est ça. Donc, par exemple, moi, je n'ai rien déposé dans une banque et j'espère que ça va me rapporter de l'argent. Tout mon capital, toute mon épargne est sur la bourse. Donc, ça vous dit, est-ce que tu crois que je peux faire plus que 10%? La réponse n'est même pas oui, c'est que je l'ai déjà fait à plusieurs reprises. Mais je veux dire qu'il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. La bourse, ce n'est pas du trading, c'est ça? Ce n'est pas que du trading. Vous pouvez faire du long terme aussi. Je vois qu'il y a plusieurs mains qui sont levées, alors que Google est en train de me dire que l'appel sera clôturé dans 2 minutes. 2 minutes. OK. S'il vous plaît, est-ce que je peux intervenir pour le cas de M. Ali? Oui. OK. Bon, M. Ali, si c'est que vous m'écoutez, donc la réponse qu'on vous a donnée, c'est parfaitement la réponse la plus idéale que moi, je peux dire. Parce que le fait d'aller à la bourse, là, vous pouvez faire plus de 10%, même des fois, aller jusqu'à 25% et autres, quoi. Mais ça dépendra de comment est-ce que vous-même vous êtes initié à la bourse et votre stratégie que vous allez adopter pour pouvoir avoir les rendements assez élevés comme ça. Mais dire que, investir tous les 5 millions dedans en tant que débutant, ça ne va pas
vous rapporter de l'argent. Ben, le mieux, c'est que, bon, en attendant votre sécurité que vous avez au niveau de la banque, là, vous pouvez continuer comme ça. Et le jour où vous aurez décidé, ou bien vous aurez déjà la formation, vous êtes prêt à pouvoir investir en bourse, ce que je peux vous conseiller, c'est de ne pas tout mettre